Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec le colonel Régis Chamagne pour cette émission spéciale sur l'OTAN, sur l'armée française, sur les armées même en général. Hein, on peut déjà avoir résumé ce qu'était cette stratégie de l'OTAN vis-à-vis de ses vassaux européens, hein, comme dit Brzezinski, puisque c'est comme ça qu'il nous a appelés les vassaux. Hein. Il a repris... D'ailleurs, voilà, j'ai envie de dire que le terme est adapté finalement. Totalement. On peut parler de vassaux et de vassalisation. Oui, complètement, oui, c'est la réalité. C'est une réalité, voilà. Alors justement, à propos de cette vassalisation, une autre information que tu pourrais nous confirmer, nous infirmer, c'est que les hauts gradés français sont, on va dire, choyés par l'OTAN, hein, avec lequel ils touchent des revenus supplémentaires, de façon un peu à les mettre dans leur giron, puis comme ça on enlève toute velléité de souveraineté, d'indépendance, voilà, on s'y tienne tranquille. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, au moment où Chirac nous a fait revenir un petit peu dans l'OTAN, il voulait que la France ait un commandement opérationnel. Le commandement sud Méditerranée, ça a été refusé par les Américains. Et depuis que nous sommes rentrés dans le commandement militaire intégré, nous avons un poste important à l'OTAN, enfin important, oui, par le titre, pas forcément par les responsabilités, qui est le poste de commandeur de la transformation, du commandement de la transformation. Il faut savoir que quand l'OTAN s'est restructurée, après la chute du mur, au départ il y avait deux commandements opérationnels, SACLANT et SECURE. SACLANT, Supreme Allied Atlantic, donc c'était le commandement de toute la zone atlantique, qui incluait donc le Canada, les États-Unis, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, dont l'état-major était à Norfolk, et SECURE, Supreme Allied Commander in Europe, qui était le commandement opérationnel en Europe, dont le siège est à Mons en Belgique. SECURE, il y a eu le général Eisenhower qui était SECURE, le général, bon, j'ai encore perdu son nom, peu importe. Au moment de la restructuration, on a créé un seul commandement opérationnel qui reste en Belgique, et le commandement opérationnel SACLANT est devenu le commandement de la transformation, c'est-à-dire un commandement de la doctrine, et qui adapte les structures de l'OTAN au fur et à mesure de la situation internationale. Et le poste de commandeur de ce commandement de la transformation est alloué à un général français. Ah. En général, c'est le chef d'état-major de l'armée de l'air française sortant. D'accord. Donc nous, voilà. En plus de cela, évidemment, pour armer les structures de commandement de l'OTAN, il y a des postes qui ont été ouverts à des officiers français, généraux, colonels, lieutenants-colonels, et ces postes évidemment sont très bien rémunérés puisque ce sont des postes à l'étranger. Donc finalement les gens qui y sont affectés sont un peu contents de gagner un peu plus d'argent. Donc effectivement ça... Ils sont moins enclins du coup à critiquer. Ils sont moins enclins à critiquer et à vouloir revenir à une souveraineté nationale et à sortir de l'OTAN de nouveau, quoi. Un peu, il y a cet aspect-là. Oui, parce que là, c'est un peu quand on s'achète un peu les services aussi de ces officiers, quelque part. Un peu. Oui, oui, on les achète. Oui. Et puis, on les nourrit au biberon des doctrines de l'OTAN, quoi, en même temps. C'est une stratégie de captation, finalement, des cerveaux et des responsables. Ouais. Donc ça, les Américains sont quand même assez forts dans cette stratégie-là. Ah oui, mais bien sûr, ils sont les maîtres de la propagande. Hein. Depuis Edward Bernays. Depuis Edward Bernays, oui. Le neveu de Freud. Le double neveu de Freud. qui effectivement a mis ces techniques en place. Qui était le pape des relations publiques dans les années 20. Oui. Non, parce que ça, parce qu'on se pose toujours cette question de comment ce glissement, en fait, il s'est effectué, quoi. Il s'est effectué progressivement. Ouais. Et Sarkozy, donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il nous a fait réintégrer complètement l'OTAN. Dans le commandement militaire intégré. D'accord. C'est-à-dire, on est avec tout le monde, et puis les Américains donnent les ordres, et nous, on doit... C'est ça. Nous sommes dans la chaîne de commandement de l'OTAN. D'accord.
Et est-ce que, parce que clairement là maintenant, en fait on n'a plus le choix, c'est-à-dire que quand les Américains décident d'une opération, on est obligé d'intervenir, c'est ça hein? Alors, en fait, Comment on n'est ça se pas passe? obligé. Oui. Les statuts de l'OTAN ne prévoient pas qu'il y ait obligation à participer à une opération extérieure. Il y a l'article 5 qui prévoit qu'en cas d'attaque d'un pays de l'OTAN, l'OTAN en entier se met au service de la défense de ce pays. Ça, c'est l'article 5, qui est de légitime défense. Mais pour des opérations extérieures, c'est chaque pays qui garde sa décision de participer ou non. Et là, il s'agit d'accompagner l'entrée de la France dans l'OTAN par la désignation du président de la République, d'un président de la République français soumis aux Américains. Donc ça a été Sarkozy qui a été désigné président de la République française par le bureau des affaires françaises à Washington. Je ne sais pas s'il existe, mais de toute façon... Ils ont un bureau des affaires européennes. Le processus décisionnel est à peu près comme ça, et puis Hollande, et puis on va voir quel sera le futur, la personne qui sera désignée pour 2017 par le bureau des affaires françaises à Washington. Oui, parce que clairement, soyons clairs, justement dans cette politique, il y a eu continuité totale de Sarkozy à Hollande. Ah oui, voilà. Oui, complètement. Absolument aucun changement. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Voilà, on peut dire que là, c'est vraiment la continuité dans le changement, comme on aime. Mais là, vraiment, on est dans la plus continuité totale. Donc la France reste complètement soumise. Alors, on a participé depuis, justement, maintenant à ces guerres. Puisque en 2003, on y a échappé finalement à la guerre d'Irak avec ce sursaut qu'on évoquait tout à l'heure. Sarkozy-Villepin, oui. Voilà. Mais depuis, on est complètement alignés, nous sommes complètement alignés sur la Libye, sur la Syrie, sur toutes les opérations menées par les Américains, sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, oui. Puisque nous avons déployé des rafales dans les pays baltes à un moment donné. Ouais. C'est quoi ça? C'est des rodomontades un peu ce qu'on a vu là? On a vu parce qu'à un moment donné on voyait ces Américains qui faisaient défiler tout un tas de blindés du côté des pays baltes. Oui, alors des avions en Pologne. C'est de la gesticulation, oui, bien sûr. Oui. C'est quoi? C'est pour impressionner l'autre côté? Oui, c'est comme toujours, hein, quand on prépare une opération, on commence par montrer ses muscles. Hein, c'est comme les gorilles ou les babouins. Les coqs, c'est ça. Les coqs, c'est bon, attention, voilà, c'est ça, oui. Attention quoi. Parce que aussi, il y a l'affaire de ces missiles aussi, la fameuse barrière de missiles que les Américains veulent installer qui irait des pays baltes jusqu'en Bulgarie. Hein. Oui. C'est pas rien quand même. Ils en sont où dans ce projet? Parce que clairement, ils ont commencé à installer des missiles ou c'est quoi? C'est des effets d'annonce? Les pays sont plus chauds? Alors les pays, ça dépend des pays. Ils sont plus ou moins... La Pologne est d'accord. Ouais. La Hongrie ne l'est pas. Ça dépend des pays. Mais en tout cas, oui, le projet est d'encercler la Russie par les forces de l'OTAN et les forces américaines. C'est clair, ça. C'est clair. Un peu comme aussi ce que les États-Unis font en déstabilisant certains pays d'Asie centrale. Voilà, on a vu au Kyrgyzstan, on a vu la Géorgie aussi. Par le biais de l'islamisme, du terrorisme islamique. Ils avaient commencé, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Il y a une équation mathématique simple. Islam et CIA impliquent terrorisme islamiste. D'accord. Ça a commencé sous Nasser avec les frères musulmans, qui ont été financés par la CIA, l'Algérie, Al-Qaïda, qui a été une créature de la CIA au moment de la guerre. Il faut bien le dire que Hillary Clinton l'avoue elle-même. Hein. Oui, mais c'est de notoriété publique. C'est de notoriété publique, hein, voilà. C'est le cas de Daesh, puisque le général Wesley Clark, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure, le général Wesley Clark qui a été secure, qui a tenu le poste de commandant en chef opérationnel à Mons, donc commandant en chef opérationnel des forces de l'OTAN pendant la guerre du Kosovo. Le général Wesley Clark a déclaré sur CNN récemment que Daesh était un enfant de la CIA et du Mossad pour contrer le Hezbollah. Il ne l'a pas dit, mais on peut le déduire en regardant les cartes qui sortent de certains think tanks américains, que c'est également l'instrument de remodelage du Moyen-Orient. Les Américains ont un plan de remodelage de tout le Moyen-Orient, comme ils font d'habitude, un découpage ethnique.
Donc, oui, on en avait parlé ici même avec Pierre Hillard, qui avait ramené la carte originelle d'une revue de défense américaine qui montrait ce découpage. Voilà. Tout à fait. Donc c'est dans le plan américain. Cette information a été confirmée par le général Flynn, qui a démissionné de son poste de patron de la DIA. La DIA, c'est la Defense Intelligence Agency, c'est l'équivalent de la DRM en France. C'est quoi la CIA de l'armée en fait? Non, c'est le renseignement, mais c'est la direction du renseignement militaire, comme la direction du renseignement militaire en France. C'est exactement l'équivalent. Et le général Flynn a également déclaré que Daesh était une créature des États-Unis. Voilà, donc après on peut se poser la question de la lutte contre Daesh. Oui, voilà, clairement, parce que cette lutte contre Daesh, alors justement, jusqu'à présent, on nous parle de frappe aérienne, justement, ça tombe bien, c'est quoi ces frappes aériennes? Alors c'est quoi? Alors, il faut d'abord préciser certains principes stratégiques. En matière d'opération aérienne, il y a un principe stratégique fort qui est qu'il faut qu'il y ait une unité de commandement. Les Américains en ont fait la douloureuse expérience au Vietnam. Il y avait 7 commandeurs opérationnels qui avaient leur propre stratégie. Et donc il n'y avait pas d'unité stratégique et on a vu le résultat. Une perte de moyens, un gaspillage de moyens, des bombardements sans cohérence, sans aucune idée stratégique. Et donc, après tirant les enseignements de la guerre du Vietnam, l'US Air Force a développé le concept de JFAC, Joint Force Air Component Commander, c'est-à-dire le commandeur unique de toutes les forces aériennes. Ce concept a été mis en œuvre pour la première fois au cours de la première guerre du Golfe. Il y avait un seul patron de toutes les forces aériennes de la coalition, que ce soit des armées de l'air en présence ou des avions qui décollaient c'est un Américain qui décidait, par exemple, les Français qui étaient impliqués dans cette guerre. C'est ça, c'était sous commandant. Voilà. Donc un commandant unique. Que se passe-t-il en Syrie? Il y a plusieurs pays qui interviennent. Il y a la Russie qui s'est engagée aux côtés de la Syrie. Donc on peut penser que les Russes et les Syriens, eux, ont un commandement unique pour les opérations aériennes. Ce commandeur opérationnel est en particulier responsable de la coordination de tous les mouvements aériens au-dessus du théâtre. Donc, entre autres, pour éviter les problèmes de tirs fratricides ou de conflits potentiels entre des avions amis. Là, on apprend que la France, de façon autonome, décide d'aller frapper un objectif. Donc, je suis très étonné. C'est contraire au principe élémentaire de la stratégie aérienne. Bon, cela dit, si l'on observe l'objectif qui a été frappé, c'est un camp d'entraînement qui est situé complètement à l'est de la Syrie, donc sur la périphérie géographique de la Syrie. L'attaque a été menée depuis une base des Émirats, située aux Émirats Arabes Unis. Une base que Sarkozy avait ouverte à l'époque, c'est ça. Ouais. Donc ils ont fait l'aller-retour depuis les Émirats Arabes Unis pour bombarder cet objectif complètement situé à l'est de la Syrie. Donc périphérique d'un point de vue géographique. Mais c'est également un élément périphérique du système. Parce que quand on mène une campagne aérienne que l'on veut cohérente, efficace et intelligente, il faut faire au préalable l'analyse de l'ennemi en tant que système. Et dans un système c'est un ensemble d'éléments en interaction dynamique orientés en fonction d'un but. C'est ça un système. Donc on analyse l'ennemi sous cet angle-là. Et dans un système, il y a des éléments centraux, stratégiques, et il y a des éléments périphériques. Un centre d'entraînement, dans le cas de Daesh, c'est un élément périphérique du système. C'est quelque chose qui ne pèse pas grand-chose dans le système. Donc la France est allée bombarder un centre d'entraînement, probablement vide, puisque Daesh est une créature des États-Unis, que la France agit sous l'ordre des États-Unis, on n'allait pas aller tuer des gens qui sont la créature des États-Unis. Donc probablement, je dirais que la probabilité est très importante, que probablement le camp d'entraînement avait été évacué au préalable. Donc finalement, on a envoyé 5 rafales
avec un ravitailleur en vol pour leur donner du pétrole le long du voyage, et un Atlantique pour faire le PC volant et un peu de renseignement, pour détruire des casemates, des baraquements vides, quoi, en gros. D'accord. Et ça dit toute l'idée stratégique de ce bombardement. Officiellement, on prend la posture de combattre Daesh, mais dans la réalité, on ne lui fait pas de mal. C'est la posture. L'analyse du choix de cet objectif, finalement, montre la stratégie qu'il y a derrière. Prendre la posture de la lutte contre Daesh, mais surtout ne pas réellement lui faire de mal. C'est ça la position de la France. Donc là, on a décrit la position de la France et des États-Unis et de l'OTAN dans le cadre de la lutte contre Daesh. En parallèle, les Russes et les Syriens, eux, mènent une réelle guerre contre Daesh, qui porte ses fruits. Les Russes ont commencé par attaquer un poste de commandement dans la ville d'Alep. Il faut reprendre la ville d'Alep, donc l'objectif est de reconquérir progressivement le terrain conquis par Daesh, et donc là, les éléments stratégiques du système, ce sont les postes de commandement et les centres logistiques importants. Donc les Russes ont commencé par détruire un poste de commandement. Ils ont tué, d'après les informations, 38 personnes. Bon, c'est de l'information de guerre, donc à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'on sait bien que toute information de guerre peut être de la propagande. Donc. Mais en tout cas, la volonté est claire. C'est une volonté de détruire Daesh, et ils s'y prennent de la façon dont il faut s'y prendre. Intelligente, en analysant les points de vulnérabilité stratégique de l'ennemi, et en frappant ces points de vulnérabilité. Cela étant, Daesh est un ennemi, ce n'est pas un État-nation. Dans un État-nation, quand on fait l'analyse d'un État-nation en tant que système, il y a beaucoup de réseaux d'infrastructures qui s'entremêlent, qui sont en interaction les uns avec les autres, et l'analyse systémique est compliquée. Daesh, c'est plus simple et plus compliqué à la fois. Je veux dire pourquoi plus simple? Parce qu'il y a moins de types de cibles potentielles, puisque c'est une armée sur le terrain. Plus compliqué aussi parce que cette armée est composée de fanatiques. En théorie de la guerre, une armée structurée, quand on détruit le chef, quand on tue le chef, cette armée perd de sa substance. En général, elle capitule. Dans toutes les guerres depuis l'Antiquité, quand on arrivait à tuer le chef de l'ennemi, le général ennemi, en général, c'était la fin. Daesh, c'est pas exactement pareil. Parce que comme ce sont des groupes fanatisés et extrêmement éclatés, même si l'on tue un chef local, j'imagine que le PC de commandement qui a été détruit à Alep devait être du niveau d'un PC de petite brigade à peu près, hein, à vue de nez. Même si on tue le chef et son état-major, des groupes humains constitués de fanatiques peuvent continuer à se battre parce qu'ils sont fanatisés. Ça ne détruit pas forcément toute la cohérence du système. Donc ces gens-là, ensuite, il va falloir aller les chercher au sol. On ne pourra pas juste avec des frappes avec les frappes aériennes. Non, on ne peut pas juste après. Donc toute la stratégie menée par les Syriens et les Russes consiste à évacuer ces Daesh par des frappes sur les centres de gravité du système Daesh, et aussi par une coordination entre l'aviation et les troupes au sol pour aller sortir, déloger au sol tous ces combattants résiduels qui continuent de se battre parce qu'ils sont fanatisés. Et tout cela nécessite évidemment un renseignement de terrain au sol. Mais les Syriens savent à peu près ce qui se passe, puisque ça se passe chez eux. Donc a priori, ils disposent d'un renseignement à la hauteur des enjeux, on va dire.
Voilà en gros la situation. D'accord. Parce que c'est ça, souvent, parce que bon, les Américains, il faut bien le dire, ils nous ont inventé des jolis termes de novlangue. En 90, on entend parler de frappe chirurgicale. C'est-à-dire que les frappes aériennes, c'est tellement précise que, en gros, bon bah là, il y a le chef, voilà, de telle organisation, bim, le missile, il va juste aller tuer le chef. C'est quoi la réalité de ces frappes aériennes, en fait, parce que c'est une stratégie quand même américaine qu'ils ont utilisée partout. Il est vrai, ça c'est un fait, il est vrai que la précision des frappes aériennes a considérablement augmenté en 40 ans. Pour vous donner un exemple, au cours de la Seconde Guerre mondiale, pour détruire un objectif de 20 mètres sur 30, avec une probabilité de 90%, il fallait 9000 bombes en moyenne. À partir de bombardiers de type B-17, bombardant en moyenne altitude. C'est la statistique. Le cercle d'écart probable, c'est-à-dire la précision des frappes, était de 1100 mètres. C'est-à-dire que dans un rayon de 1100 mètres, vous aviez la moitié des bombes, et la moitié des bombes à l'extérieur. C'est ça que ça veut dire un cercle d'écart probable. C'est une variance. C'est un élément statistique. Hein. Et aujourd'hui, le cercle d'écart probable d'une bombe guidée laser est de 2 mètres, 3 mètres. C'est extrêmement et la probabilité d'atteindre un objectif de 20 mètres sur 30, enfin, je veux dire, le nombre de bombes qu'il faut pour détruire un objectif de 20 mètres sur 30, c'est 1. Donc, c'est un fait objectif et réel que la précision des bombardements aériens aujourd'hui est très forte. Pourquoi elle est très forte? Pour des buts militaires. Tous les armements de précision ont été développés dans un but militaire, pour augmenter la précision et donc l'efficacité militaire. Ça, c'est la réalité. Ensuite, il y a toute la propagande qui va autour, qui a consisté à dire que la précision des bombardements était faite pour éviter les dommages collatéraux. Mais ça, c'est de la propagande. La réalité, c'est que la précision des bombardements a un objectif militaire, d'efficacité. Et comme c'est plus efficace, forcément, il y a moins de dommages collatéraux. Mais le but n'était pas de faire moins de dommages collatéraux. Le but était d'augmenter l'efficacité militaire. Bon, ça c'est... Alors, cela dit, bon, bah, il y a toujours... le zéro de dégâts collatéraux n'existe pas. Il y a toujours des bombes qui partent dans la nature. Il suffit que quand vous larguez une bombe, il y ait une ailette qui se détache parce que rupture mécanique, ou la bombe part en vrille, elle part n'importe où. Et vous avez beau avoir un guidage laser, vous allez la retrouver à 4000, 5000 mètres du point visé. Bon, mais ça, c'est un effet enfin, c'est une probabilité. Donc le zéro dégât collatéral n'existe pas. Mais il y a vraiment, alors, donc, parce que les politiques de bombardement, dire de l'OTAN, justement, c'est, j'ai envie de dire, c'est le point d'orgue de toute leur stratégie. À chaque fois, on nous parle de bombardement aérien. Oui. Alors, en Yougoslavie particulièrement, on a utilisé cette technique de bombardement aérien. C'est quoi, d'ailleurs, la Yougoslavie, c'était plus quoi, dans un but de terroriser la population? Parce que, clairement, après la guerre, enfin, moi, ce que j'ai vu des statistiques, c'est que les objectifs militaires n'avaient pas été atteints, que Milosevic, en gros, la Serbie, elle avait encore son armée, quoi. Oui, mais l'objectif en Serbie, c'était de faire plier Milosevic. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où on a ciblé des objectifs qui étaient directement liés à la famille Milosevic qu'il a commencé à plier, quoi. L'objectif d'une campagne aérienne n'est pas de détruire des troupes au sol. Ça peut être ça. En l'occurrence, pour Daesh, ça va être ça. Détruire les postes de commandement, détruire l'armée au sol, détruire les centres de logistique, détruire les unités blindées mécanisées s'il y en a, de première ligne, oui, parce que le système Daesh est ainsi fait. Mais quand on s'attaque à un État-nation, on n'est pas obligé de détruire les troupes au sol. Si on peut s'en passer en ciblant des éléments qui constituent des vulnérabilités stratégiques de l'État adverse, et par ce fait-là, d'atteindre la volonté politique du leader, il vaut mieux faire ça. Donc tout repose sur l'analyse, les objectifs. L'objectif dans une guerre, c'est toujours de faire plier le général ennemi, le décideur ennemi. C'est-à-dire celui qui décide de continuer la guerre ou d'arrêter la guerre, de négocier, c'est lui qu'il faut faire plier. C'est ça l'objectif d'une guerre. Et pour ce faire, eh bien, il faut le prendre par le meilleur bout, par celui qui va l'atteindre lui
le plus facilement et le plus rapidement. Alors, qui est le commandeur de Daesh? Qui est le grand chef? Bon, on nous présente al-Baghdadi, mais bon, je ne sais pas trop. Qui prend les grandes décisions? Où se prennent les grandes décisions? Oui. Peut-être à Washington? Ça va être dur de bombarder là. Ça va être dur de bombarder Washington. Je sais pas. Mais bon, c'est une possibilité. Parce que c'est vrai qu'on se pose la question, par exemple, les Américains qui ont mené l'invasion de l'Irak, je veux dire, au bout de, je sais pas, au bout d'un mois quasiment, je veux dire, enfin tout était... En 2003? Oui, en 2003, c'était... 3 semaines. 3 semaines, voilà. Donc c'était plié en 3 semaines, on va dire, cette affaire d'invasion, un grand pays comme l'Irak. Et là, Daesh, qui n'est pas justement une armée, il n'est pas une véritable nation, enfin au sens où on l'entend, comment se fait-il que depuis des mois, non, on n'arrive à rien? Alors d'abord, l'Irak en 2003 était déjà très très affaibli par la guerre de 1991 et par l'embargo et les frappes qui ont suivi, parce qu'il y a eu plusieurs opérations de frappe aérienne en 98, je crois. Il y a eu plusieurs opérations de frappe aérienne sur l'Irak entre 91 et 2003. Donc l'Irak était déjà très affaibli. C'est pour ça que finalement l'invasion n'a duré que 3 semaines. Quant à Daesh, on va voir le résultat, parce que maintenant que les Russes s'y sont mis avec les Syriens, et maintenant qu'ils font ça de façon cohérente et intelligente, on va bien voir combien de temps ça va durer. La question effectivement sous-jacente, c'était, que tu avais en tête, j'imagine, c'était est-ce que avant on frappait, on voulait véritablement d'être... Non, je ne pense pas. Je pense que, et là il y a plusieurs témoignages qui laissent penser que des bombardements qui ont été effectués par l'OTAN au préalable contre Daesh visaient plutôt à couper les lignes logistiques entre l'armée syrienne et Daesh pour éviter à l'armée syrienne de pouvoir reprendre des villes. Donc l'objectif était plutôt de gêner les Syriens et de permettre à Daesh de progresser. Maintenant que les Russes sont dans la partie, on va bien voir combien de temps il va falloir pour détruire Daesh en Syrie. Parce que là, on aura une véritable expérience. D'accord. Les Américains, ils ne se tenteront pas quand même. On sait qu'ils vont savonner la planche par derrière, parce que j'ai vu qu'ils essayaient déjà de mettre la pression à la Grèce, à la Bulgarie, pour empêcher le survol de leur territoire par des avions russes. Enfin bon. Oui, non, mais ça, c'est... Enfin, je veux dire, les avions russes Là, c'est un jeu diplomatique, si tu veux, parce que la Syrie a demandé l'autorisation de survol de la Grèce, de la Bulgarie, pour tester qui est avec moi. Parce que d'un point de vue géographique, il suffit de prendre une carte. Les avions russes n'ont pas besoin de passer par la Grèce ou par la Bulgarie pour aller en Syrie. Ce n'est pas le plus court chemin. Donc, je pense que c'était plutôt un test diplomatique de la part de Poutine de demander des autorisations de survol. Ça n'avait rien d'opérationnel. Ce n'était pas du tout lié à une question opérationnelle. D'accord, parce que alors justement, dans ce grand jeu, il y a un grand pays, c'est la Turquie, qui fait partie de l'OTAN. Oui. Quel est un peu le jeu de la Turquie? Parce que depuis le début, on a l'impression qu'ils jouent presque un double jeu, les Turcs. Alors, le jeu de la Turquie est très bizarre. D'un côté, ils ont demandé... vous savez qu'actuellement, la Turquie est membre dans l'OCS, dans l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est comme des poupées russes, des poupées gigognes. Il y a 3 cercles. Le premier cercle, ce sont les pays membres, est constitué des pays membres. Le deuxième cercle est constitué des pays observateurs. Et le troisième cercle est constitué des pays avec lesquels l'OCS entretient des rapports privilégiés. La Turquie fait partie du troisième cercle. Elle avait demandé à entrer dans le deuxième cercle comme pays observateur pour, in fine, entrer en tant que pays membre dans 2-3 ans. Elle avait demandé ça pour la réunion de l'OCS qui s'est déroulée dans l'Oural au mois de juillet, le 8 ou 9 juillet de mémoire, en parallèle avec la réunion des BRICS. Bien. C'était quasiment acquis, et finalement ça ne s'est pas fait, parce que la Turquie a participé aux opérations contre le Yémen, sous commandement de l'Arabie Saoudite. Donc la Turquie joue un drôle de jeu, en elle-même, mais aussi, peut-être aussi, mais parce que elle subit des pressions américaines, certainement très fortes. La Turquie est un enjeu stratégique important pour les États-Unis et pour leur stratégie dans la région. Et j'imagine que, bon, déjà Erdogan ne me semble pas quelqu'un qui a une vision stratégique saine. Et j'ai l'impression qu'il veut un peu le beurre et l'argent du beurre. Il voulait dépecer la Syrie
avec l'Arabie Saoudite, s'entendre avec l'Arabie Saoudite pour se dépecer la Syrie entre eux. Et puis là, il s'aperçoit que le plan de remodelage du Moyen-Orient comporte la constitution d'un Kurdistan autonome, donc il ne veut pas perdre sa part du Kurdistan, d'autant que c'est la plus importante. Donc il joue un jeu un peu bizarre, pas très clair et surtout pas très cohérent. Et à cela s'ajoute probablement, très probablement, le fait qu'il a subi d'importantes pressions de la part des États-Unis, voire même peut-être des menaces de mort. Ah ouais. Je pense qu'ils sont capables d'aller jusque-là. Ouais, ouais. Donc du coup, Erdogan s'est rangé du côté des États-Unis, mais Poutine l'a prévenu. Il lui a dit attention, pas touche à la Syrie maintenant. Vous savez que le gazoduc qui a été arrêté entre la Turquie et la Russie. Il y avait un gazoduc prévu qui était le South Stream, qui devait passer par la Roumanie. Ce gazoduc a été, ce projet a été annulé par l'Union européenne. Et du coup, Poutine a négocié avec Erdogan un gazoduc qu'on appelait le Turkish Stream depuis la Russie à travers la mer Noire jusqu'en Turquie. Et ce gazoduc devait avoir des prolongations via la Grèce vers l'Europe du Sud. Et d'ailleurs, on a assisté à une tentative de déstabilisation de la Macédoine, tout à fait. Qui entrait dans ce jeu-là. Voilà, hein. Tout à fait. Ouais. Mais les services de renseignement russes ont été certainement très performants, puisque la tentative menée par l'UCK a avorté dès le départ. Les gars étaient attendus et ils se sont fait arrêter. Une tentative totale de déstabilisation de la Macédoine, voilà. Tout à fait. Donc ce gazoduc Turkish Stream, ce projet qui avait commencé à être construit, hein, les travaux avaient commencé, est arrêté aujourd'hui. Donc dans le jeu de la Turquie, plus exactement dans le mouvement de la Turquie de l'Occident vers le nouvel ordre mondial constitué de blocs autonomes, ce qu'on appelle donc d'un monde multipolaire, dans ce jeu-là, la Turquie était amenée à se rapprocher des pays d'Asie, Russie, Chine et Iran. Ça s'est arrêté. Pour l'instant, ça s'est arrêté. Parce que l'espace géostratégique turc est plutôt tourné quand même vers l'Asie et vers le Kurdistan, l'origine des langues turco-mongoles. Hein. Tout à fait. Donc pour l'instant, ça s'est arrêté. Aujourd'hui, on en est là. On ne sait pas bien ce que veut Erdogan. Il est certainement sous contrôle. Mais Poutine lui a clairement dit que son jeu avec la Syrie, il fallait que ça s'arrête. D'où en plus l'insistance des États-Unis à vouloir faire entrer la Turquie dans l'OTAN. Dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, oui, bien sûr. Ils poussent, mais bon, ça ne se fera pas. Enfin, les Européens n'ont pas l'air tellement d'accord. Non, mais c'est-à-dire que, oui, là après, il y a quand même les peuples, et il y a quand même des élections en Europe, et voilà, donc ça ne se fera pas. Donc, parce que la Turquie, elle a un peu, j'ai l'impression, prise presque entre deux feux, quoi, entre cette pression américaine et on va dire son intérêt vital qui serait de son intérêt géostratégique, mais son intérêt est clairement de se tourner vers l'Asie sur le long terme. Ça se fera probablement quand la transition de phase vers un nouvel ordre géopolitique mondial sera achevée d'ici 4 ans, à peu près 4-5 ans au maximum. D'accord. Ouais, parce que ce jeu de la Turquie, effectivement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre, quoi, parce qu'il se situe d'un côté, de l'autre. Alors, il y a une autre situation aussi dans la région dans laquelle l'OTAN n'est pas intervenue, c'est en Géorgie. Et pourtant, parce que Poutine a mis son veto, il ne voulait pas que la Géorgie rentre dans l'OTAN. Oui. Il avait dit, c'est clair et net. Si vous voulez, là, il y a des... la Russie se considère en état de légitime défense sur ses frontières sud. Elle est menacée en Tchétchénie, toujours par des islamistes, des mouvements islamistes, en Tchétchénie, en Géorgie, au Kyrgyzstan, dans tous les pays en ce temps qui composent les frontières, qui sont frontaliers par le sud, d'Asie centrale. Donc je pense que si Poutine a décidé d'intervenir militairement en Syrie, c'est qu'il a senti que c'était le moment, que je veux dire que s'il laissait faire un peu plus, la Russie se retrouverait en première ligne face aux terroristes islamistes. Si la Syrie tombe, la Russie se retrouve en première ligne
face aux terroristes islamistes manipulés par la CIA. Parce que la stratégie, si je me souviens bien de Brzezinski, c'était de dire on va entourer la Russie d'une ceinture verte. C'est ça. C'est ça qu'il appelait la fameuse ceinture verte. Oui. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que ce sont des régimes, on va dire justement, comme on dit, radicaux islamistes qui s'installent au fur et à mesure dans ces pays-là. En Tchétchénie, c'est bien gardé. Ouais. Oui, parce qu'il a intervenu. Oui. Intervention qui était très mal vue en Occident. Oui, on comprend aujourd'hui, mais on comprend mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le recul, mais à l'époque, c'est vrai que Poutine paraissait, je vais pas, pardonne-moi, mais pour un salaud en se disant, il intervient là-bas, il martyrise les Tchétchènes, etc. Alors qu'en fait, il s'agissait de lutter contre les islamistes. Et il a mis au pouvoir en Tchétchénie quelqu'un qui lutte contre l'islamisme, donc ça... Le président Kadyrov, oui. Kadyrov, bon, très... il est... Qui est aussi très mal vu en Occident, qui a une très mauvaise presse. Ouais. C'est un gant de fer dans une main, enfin une main d'acier dans un gant de fer, quoi, hein, c'est ça. Ouais. Donc, parce qu'il est très très mal vu. Parce que ça, c'est des choses, justement, d'un point de vue stratégique, qu'on commence à comprendre un peu avec le recul, mais effectivement... La Russie, on sait qu'il y a des campagnes de déstabilisation de la Russie continuelles dans nos médias contre Poutine, mais qu'on commence à comprendre un peu ce qui se passe dans ces régions-là, d'où son intervention aussi en Géorgie, parce que moi, il me semble, à l'époque, j'avais entendu donc une déclaration de Poutine au moment de la crise en Géorgie, où Sarkozy était parti en vitesse à Moscou, etc., où il avait... clairement, où il disait, si l'OTAN veut la guerre, ils auront la guerre. C'est-à-dire qu'on était arrivé à un point... à partir du moment où les intérêts vitaux sont menacés, il n'y a plus d'autre choix. Sinon, c'est la destruction du pays. Ouais. Donc, il a attendu... Enfin, je veux dire, il a testé tout, les négociations, le respect du droit international, et jusqu'au bout du bout. Et puis, à un moment donné, les intérêts vitaux sont menacés, donc il faut intervenir. Il faut taper du poing sur la table. Et ce qui est assez amusant en Géorgie, c'est qu'il a joué le même jeu que les Américains pour la première guerre d'Irak, c'est-à-dire qu'il a laissé entendre qu'il n'interviendrait pas, et il a positionné toutes ses troupes prêtes à intervenir, et dès que la sécession a été prononcée, hop, les troupes sont intervenues dès le départ. Comme Saddam Hussein qui avait testé l'ambassadeur américain, et qui avait dit non, c'est vos affaires, le Koweït, ça ne nous regarde pas, et dès qu'il est intervenu, hop, opération, voilà. Donc il a fait exactement le même coup. C'était l'effet miroir. Ce qu'il faut bien dire, il y avait aussi, en Géorgie, une révolution orange, on avait mis dehors Shevardnadze pour mettre... Comme d'habitude. Le président, j'ai oublié le nom, qui était pro-américain. Parce que clairement, les États-Unis, donc, ils ont pour ambition, à force de faire rentrer un maximum de pays dans l'OTAN, c'est ça, leurs alliés au fur et à mesure. Parce que la Géorgie, il en était question. Oui, mais l'ambition, c'est l'hégémonie mondiale. Bon, ça arrive au bout, quoi. Je veux dire, ils n'ont d'ores et déjà plus les moyens de cette ambition. Mais ils continuent à vouloir... je pense que là, il y a une question peut-être qui relève de la psychanalyse. Pourquoi ils continuent vis-à-vis de la Russie je ne sais pas, mais... Souvent ils continuent. Il est évoqué le cas, aujourd'hui, qu'on évoque aussi, c'est le cas de la Chine, parce qu'il y a des grandes tensions en mer de Chine entre on le sait, la marine américaine et la marine chinoise. La marine japonaise au demeurant, mais qui est côté américain. Et il y a des grandes tensions aussi de ce côté-là en Asie du Sud-Est. Clairement, les menaces, les deux principales menaces pour les États-Unis, quand on dit menace, ça n'est pas pour la sécurité des États-Unis, c'est pour la sécurité des banquiers américains qui veulent posséder toute la planète. C'est ça la menace. Donc les grandes menaces pour les États-Unis sont actuellement la Chine et la Russie. La Chine d'un point de vue économique et la Russie d'un point de vue militaire. Et aujourd'hui, la Russie possède des armes défensives qui sont supérieures aux armes offensives américaines. C'est-à-dire que d'un point de vue militaire, la capacité défensive de la Russie est technologiquement supérieure à la capacité offensive américaine. La Russie a toujours été maître dans les armes défensives. C'est d'ailleurs, si on juge un arbre à ses fruits, on peut en déduire qu'elle a toujours une stratégie défensive. Et que l'histoire qu'on nous a racontée au cours de la guerre froide des chars russes déboulant par la tréouée de Fulda, c'était du pipeau intégral. Les Russes n'avaient pas du tout l'intention d'attaquer. Et ils ont toujours... historiquement, ils sont toujours défendus. Contre Napoléon, contre Hitler, à chaque fois, ils ont gagné par la défense. Les pôles d'excellence de la technologie militaire russe sont dans le domaine de la défensive.
Hein, missiles anti-aériens, défense aérienne, missiles anti-navires, des défenses de côte, dissuasion nucléaire, ça fait partie de la défensive. Et donc ce sont là les pôles d'excellence de la technologie militaire russe. Et aujourd'hui, l'OTAN, les Américains, n'ont pas la capacité d'acquérir la supériorité aérienne sur le territoire russe, défendu par ses systèmes de défense anti-aérienne et par sa défense aérienne. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il en est aussi de cet événement dont on a beaucoup entendu parler, qui est l'envoi d'un sous-marin armé d'ogives nucléaires, voilà, qu'on a envoyé. Le plus gros. Le plus gros, voilà, ça nous a été présenté comme ça, le plus gros. Voilà. Oui, c'est de fait le plus gros. C'est de fait le plus il gros, est très très gros parce qu'il est très furtif. D'accord. Le problème d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est d'être furtif, d'un point de vue acoustique. Et pour ça, il a une peau au-dessus de sa carlingue, on va dire, il a une peau très très importante avec plusieurs couches pour le rendre totalement furtif d'un point de vue acoustique. C'est pour ça qu'il est très très gros. Mais bon, il est très gros aussi parce qu'il emporte beaucoup de missiles. Il emporte 20 missiles, chacun pouvant emporter dans son ogive entre 6 et 10 têtes nucléaires. C'est-à-dire que ce sont d'une portée de 10 000 km. Donc ça veut dire que le missile est tiré, il peut aller jusqu'à 10 000 km, il passe en exo-atmosphérique, et au moment de sa rentrée dans l'atmosphère, l'ogive s'ouvre et chaque tête part sur sa cible. Bien, c'est comme ça que ça fonctionne. L'emploi opérationnel d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins consiste à être furtif, à ne pas se faire voir. Il a sa zone d'opération et il doit être indétectable jusqu'au moment où on lui donne l'ordre de tir. À ce moment-là, il monte juste en dessous de la surface et il tire ses missiles. Donc il est assez bas, assez profond, il a une certaine profondeur, et quand il reçoit l'ordre de tir, il remonte à la surface, il reste juste en dessous, et là il tire ses missiles. C'est ça l'emploi opérationnel d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Donc annoncer qu'on envoie un sous-marin nucléaire lanceur d'engins dans une certaine région, en l'occurrence près des côtes syriennes, est d'un point de vue opérationnel et militaire totalement absurde. Parce que justement, il doit être furtif. Oui, et comme ces missiles ont une portée de 10 000 km, l'espace maritime dans lequel ils peuvent se situer pour atteindre leur cible potentielle aux États-Unis est très vaste. Donc d'un point de vue militaire et opérationnel, dire « je vais positionner mon sous-marin nucléaire lanceur d'engins à tel endroit » est totalement idiot. Donc la raison n'est pas opérationnelle, elle n'est pas militaire. La raison est politique. En envoyant ce sous-marin à proximité des côtes syriennes, Poutine signifie en quelque sorte que la Syrie fait partie du sanctuaire russe. La dissuasion nucléaire repose aussi sur le concept de sanctuaire. Ne touchez pas à notre sanctuaire, sinon on vous balance des bombes atomiques. La doctrine de De Gaulle était claire à l'époque de la guerre froide. Il disait « le premier soldat russe qui pose un pied sur la rive occidentale du Rhin et Moscou est rayé de la carte ». C'est donc le sanctuaire. La France est un sanctuaire, on ne touche pas au sanctuaire. Le fait que Poutine mette ce sous-marin ostensiblement proche des côtes syriennes signifie au monde qu'il intègre la Syrie dans le sanctuaire de sa dissuasion nucléaire. Ça veut dire ne touchez pas à la Syrie. C'est ça que ça veut dire. Donc ça n'est que politique. D'accord, c'est plus un symbole politique. C'est un symbole, ça n'est que ça. D'accord, ça n'a pas de... Ça n'a pas de portée opérationnelle, c'est même, d'un point de vue opérationnel, c'est contre-productif. C'est contre-productif, oui, parce que c'est évidemment, de envoyer un sous-marin et de dire, bah attention, il sera là-bas, c'est vrai que quelque chose d'un peu incohérent. D'accord, parce que ça, c'est quelque chose qui a été... Alors là, on a vu les Chinois aussi, qui vont envoyer donc 1000 fusiliers marins, un porte-avions, c'est... Oui, alors là, les Chinois entrent dans la danse aussi, c'est un signe politique, et on sent, à travers ça, qu'un jeu d'alliance est en train de se constituer. C'est-à-dire que les Chinois s'engagent. Ce qu'on n'avait pas vu, j'ai envie de dire, c'est une première dans l'histoire. C'est une première. Ils ont déjà, c'était au printemps dernier, ils ont mené des exercices maritimes conjointement avec la Russie en Méditerranée. C'était la première fois que la marine chinoise, la marine de guerre, œuvrait en Méditerranée,
conjointement avec la marine russe pour des exercices. Donc là, oui, le signal est fort. Ça veut dire que la Chine s'engage. Tu connais la différence entre être impliqué et être engagé? Oui, enfin, une subtilité, c'est impliqué, c'est... c'est simple. Alors, voilà, dis-nous. Dans les œufs au jambon, la poule est impliquée, le cochon est engagé. C'est ça. Et là, la Chine s'engage. D'accord. C'est-à-dire que clairement, la Chine, on comprend. C'est-à-dire c'est la première fois dans l'histoire que la Chine, elle va dans un théâtre d'opération extérieure. Ils n'ont jamais été dans aucune opération. C'est une puissance défensive. La Chine aussi. C'est l'empire du milieu. Ouais. Donc c'est le centre, pour un Chinois, la Chine c'est le centre du monde. C'est l'empire du milieu. Ils ont une énorme diaspora, mais ils se considèrent comme le milieu. Le milieu. C'est effectivement... ils n'ont jamais eu de stratégie comme ça vers l'extérieur. Ça a toujours été offensive, militaire, défensive. Oui, une stratégie de préservation de leur espace. Ouais. Un peu. Alors d'ailleurs, c'est ça que je voulais faire le lien. Les pays qui sont, on va dire actuellement, les ennemis entre guillemets des États-Unis, sont des pays qui ont des stratégies défensives. L'Iran aussi, on peut parler d'une stratégie défensive. Ah bah oui, l'Iran. Depuis quand l'Iran a-t-elle eu une action offensive à l'égard de ses voisins? Je crois que... Il faut remonter peut-être à la Perséphanie d'ailleurs. Non, je crois qu'il y a eu une opération vers le XVIIe siècle, comme ça, de mémoire, mais je me trompe peut-être pas. Mais ça fait plusieurs siècles. L'Iran, depuis plusieurs siècles, n'a jamais attaqué personne. Jamais. Dire que l'Iran est une menace, au regard de l'histoire, est une stupidité absolue. Parce que j'ai entendu aussi, alors pareil, information sur l'Iran, ce serait une des seules nations au monde à posséder une armée anti-aérienne. C'est-à-dire qu'ils ont un corps d'armée qui est un corps armé anti-aérienne. Qui sont vraiment en pointe justement dans cette défense aérienne. Parce qu'ils savent que ça viendra du ciel. Ils ont du matériel russe, l'Iran. Ils ont des S-300, je crois, qui leur ont été livrés. Oui, alors ça, bon, je connais pas exactement les détails de l'organisation de l'armée iranienne, mais oui, ils ont beaucoup de... Oui, parce que, sachant ils savent que potentiellement ils peuvent être attaqués par les États-Unis, Israël et tout ça, l'Arabie Saoudite, du coup, oui, ils se sont dotés d'une grosse défense, bien sûr, gros potentiel défensif. Voilà, et en particulier, justement, j'ai entendu parler de le missile S-300 et puis d'une défense aérienne. Ils fabriqueraient des drones aussi, ils seraient avancés dans le... Ils sont assez bons dans... Alors, ils doivent être assez bons aussi dans le domaine de la cryptologie et ces choses-là qui reposent sur les sciences mathématiques, Ce sont d'excellents mathématiciens, les Iraniens. Et il faut se souvenir que Omar Al-Khayyam, un très grand mathématicien du XIe siècle ou XIIe siècle, qui a résolu des équations du 3e degré à l'époque. L'algèbre a été inventée là-bas. Oui, tout à fait. Donc c'est une nation traditionnellement d'excellents mathématiciens et ils ont réussi à faire poser chez eux des drones américains de dernière technologie il y a déjà quelques années, le RB-170. Donc ça repose, tout ça. Arriver à faire ça demande des grandes compétences dans le domaine de la cryptologie, de la capacité à casser les codes. Donc tout ça repose sur des mathématiques. Donc je pense qu'ils doivent être assez bons là-dedans. D'accord. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on se rappelle que les Américains, au début, dans la première temps, avaient dit non, c'est faux, ils n'ont pas. Et puis une fois qu'ils avaient montré ça à la télé avec des généraux iraniens qui étaient venus, ils disaient si, l'avion est là, ils disaient rendez-le nous. Bon, c'était quand même assez drôle cet épisode. On va faire la deuxième petite pause, puisque c'est l'heure, la régie, elle est prête. Et on revient juste après, et justement là ça va être vos questions. Alors évidemment, allez-y, posez les questions, et on va répondre à toutes ces questions avec le colonel Chamagne. À vous la régie.